Les plus grandes choses qu'on accomplit dans la vie, ça nécessite de la discipline. C'est pas sexy la discipline. Personne n'a envie de développer sa discipline. C'est pas le fun. J'ai aujourd'hui un épisode canon à vous proposer avec l'une des personnes les plus inventives que je connaisse, Alexandra Martel. Quand tu trouves quelque chose qui te fait assez vibrer puis qui est assez important pour toi pour que tu aies la force de te discipliner à le faire, c'est là que tu fais des choses exceptionnelles. Alexandra, c'est une entrepreneure et autrice québécoise qui enseigne la rédaction persuasive pour aider chaque entrepreneur, chaque indépendant à pouvoir augmenter ses prix. La création, là, c'est weird parce que la création, quelque part, c'est personnel. C'est genre quelque chose qui t'intéresse toi. C'est quelque chose de très intime. À cause de ça, on oublie un peu l'autre extrémité. Comment on va connecter avec quelqu'un à travers cette création-là. Dans cet épisode, vous allez apprendre la technique d'Alex pour réussir à être disciplinée alors qu'elle déteste ça, comment faire pour utiliser les bons mots, les bonnes formulations pour se distinguer dans son activité, et surtout, la clé qu'elle a identifiée pour essayer d'apaiser les montagnes russes qu'elle a tendance à avoir quotidiennement dans son activité d'entrepreneur. Je pense que c'est une rencontre qui va beaucoup vous plaire. Salut Alex. Salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Bah très bien, écoute, je suis très content de t'accueillir. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu fais partie des gens qui sont côté entrepreneuriat, mais qui le font de manière très créative. Et c'est pour ça que j'avais envie de t'accueillir sur Inspiration Créative aujourd'hui. Pour t'expliquer, moi, il y a une logique que j'essaie d'avoir beaucoup en ce moment avec le podcast, avec ce que je fais pour les créateurs, qui est de réfléchir à, dans tout ce qu'on fait, comment on peut se sentir encore plus vivant. Tu vois, aller chercher la petite flamme, ce qui nous fait vibrer, etc. Et donc, ma première question pour toi, c'est, toi, dans tout ce que tu fais, qu'est-ce qui te rend la plus vivante, la plus épanouie, la plus en joie? Oh my god, mais je suis tellement souvent en joie. Tout. Ah ouais, non, vraiment, là, c'est ça. Moi, je le dis souvent, mon mot dans la vie, c'est plaisir. Je veux du plaisir. C'est ça. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise. C'est pour ça que j'existe, là. J'ai vraiment un côté... j'aime profiter de la vie. Puis je dis souvent que mon modèle d'affaires est conçu en fonction de prendre le plus de bains possible. C'est comme une blague, mais j'ai vraiment besoin d'avoir du fun. C'est un joli KPI. Ah ouais, vraiment, là, c'est un bon KPI. Si j'ai pas le temps de prendre des bains l'après-midi, il y a quelque chose qui va pas, tu sais. Fait que, ouais, excellent. J'adore. Excellent KPI, mais qu'est-ce qui me rend la plus vivante? Il y a différentes choses. Je te dirais, quand j'ai une idée, puis que je sais que c'est une bonne idée, l'espèce de sentiment d'euphorie et de joie quand il y a quelque chose qui apparaît dans ton cerveau, puis que t'as envie de le concrétiser, puis que tu sais que c'est comme... que t'as mis le doigt sur quelque chose, il y a ça. Quand je donne une conférence, puis que je suis en fin de journée, puis que les gens me connaissent pas, okay? Surtout là, quand je vais dans des trucs corporatifs ou quand je vais dans des trucs où les gens n'ont aucune idée c'est qui Alexandra Martel, puis qu'en arrivant en avant, personne n'est concentré sur ce que je dis. T'sais, tout le monde est comme en train de faire autre chose puis sont fatigués de leur journée. Le moment où je réussis à capter l'attention de toute la salle, puis que je sens que l'énergie a changé, ouais. Ça, c'est extraordinaire. Puis tu l'as pas en webinaire, puis ça m'a beaucoup manqué pendant la pandémie, fait que c'est peut-être pour ça que ça me revient. Mais ce moment-là où comme ton idée résonne tellement fort avec quelqu'un là, qui est 100% connecté sur ce que tu dis, j'aime vraiment ça aussi. J'ai l'impression que dans les deux cas, on rejoint un truc qui est les moments où on n'est pas là, enfin, les gens t'attendent pas, et tu vas les surprendre, soit avec une bonne idée, soit avec une approche où ils se disent « Ah, mais il y a quelque chose, tu vois ?» Et j'ai l'impression que tu t'épanouis aussi là-dedans, dans ce côté... Ouais, moi j'ai un petit côté audacieux, tu sais, j'aime ça. J'aime les underdogs dans la vie. Ouais, les tellement, moi aussi. Ah c'est, ouais. je pense, mon modèle de vie, genre le challenger qu'on n'attend pas, qui sort de l'ombre. Et... Ah ouais, tu sais, c'est tellement... Puis j'ai souvent été dans cette position-là. Tu sais, j'ai souvent été la personne invitée à un événement que personne connaît, la personne puis qui surprend tout le monde à la fin de l'événement. Puis c'est... Des fois, je suis triste d'arriver quelque part où les gens savent déjà qui je suis parce qu'il n'y a pas cet effet de découverte-là. Je sais pas, il y a quelque chose de jouissif dans ce moment-là qui est vraiment spécial pour moi puis que j'aime vraiment beaucoup. Mais sinon, c'est ça, tu sais, créer, jaser avec des humains, tu sais, tout ça, en fait, là. Genre là, on va se sentir vivant. Ouais, c'est ça, tu sais, vraiment, vraiment, là, ouais. Trop bien. J'aimerais bien revenir avec toi sur les différentes évolutions d'Alex au fur et à mesure des années. Toi, tu es dans l'entrepreneuriat, on va dire, depuis 2017. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Absolument. Moi, je le vois pour moi, et je pense que c'est le cas aussi pour toi. Il y a plusieurs évolutions, tu vois, comme des petits Pokémon où on est d'abord niveau 1, puis on va passer à un deuxième stade, puis un troisième stade. Tu dirais que c'est quoi, toi, c'est quoi le premier niveau que tu as fait, et où est-ce que tu en es aujourd'hui, et par où tu es passé?
Je te dirais qu'au début, comme beaucoup de gens, j'avais vraiment peur d'être moi, en fait. Là, c'était ça. Moi, en plus, comme j'étais copywriter, puis je travaillais dans l'ombre sur des très gros lancements, mais j'ai vu beaucoup de mes clients avoir beaucoup de moyens, tu sais, pour faire leur lancement. Fait qu'il y avait des studios, il y a des gens qui venaient filmer chez eux, pendant leur webinaire, tu sais, c'était comme il y a une crew qui vient filmer dans leur cuisine, c'était fou, là, tu sais, puis c'était très léché, tu comprends? Le résultat final était très sexy. Puis moi, ben, quand j'ai commencé, j'habitais en colocation avec mon frère puis mon chum, puis j'avais pas vraiment de moyens, tu sais. Donc, je me retenais beaucoup d'être visible parce que j'avais la perception que le résultat final serait pas à la hauteur, genre. Ouais. Puis je te dirais que ça, c'est le premier gros obstacle qu'il a fallu que je franchisse. Cette espèce de besoin-là que tout soit tout de suite exceptionnellement beau et parfait et léché, tu sais, cette espèce de perfectionnisme-là, les obligations qu'on se met. C'est comme, pendant longtemps, je voulais pas créer mon podcast parce que je me disais, oh, mais qu'est-ce que je vais mettre comme musique d'intro, genre. Finalement, aujourd'hui, j'ai un podcast, les épisodes durent 15 minutes, il n'y a pas de musique d'intro. Ça a vraiment réglé le problème, tu sais. Fait que le fait d'accepter ma simplicité puis d'arrêter de tout le temps vouloir... ça, c'était vraiment une étape importante. Ouais, c'est vraiment baisser les attentes et se dire, ok, en fait, j'ai le droit d'être comme je veux, et puis allons-y, et puis commençons à sortir du bois, un peu. Où, tu vois, j'ai l'impression que dans ce niveau 1 que tu évoques, tu étais un peu plus caché dans l'ombre d'autres personnes, puis à un moment où tu as décidé de mettre des propres trucs à toi devant, et de juste te dire, ok, totalement. on là, démarre avec un premier je me suis mis moi en avant, mais encore là, tu vois... À cette époque-là, par exemple, je refusais de parler de mes valeurs et de mes opinions politiques dans ma business. Moi, je suis très féministe. J'ai déjà été féministe militante, genre un peu radicale. Tu sais, j'ai quand même des opinions très, très tranchées sur ces choses-là. Je suis très gauchiste aussi. Ouais. Puis, c'était toutes des choses que je n'osais pas aborder parce que j'avais peur que ça m'enlève des opportunités, en fait. Puis mes valeurs étaient comme nulle part dans ma business, finalement. Tu sais. Ouais. Ça a vraiment été une autre étape pour moi. Le moment où j'ai réalisé... que même si je disais aux gens d'être authentique, j'étais même pas game de l'être moi-même, tu sais, que je cachais encore une portion importante de qui je suis. Fait que le moment où j'ai ajouté l'espèce d'étage, l'espèce de calque, de montrer non seulement ma simplicité en tant que personne, mais montrer aussi à quoi j'accorde la valeur dans la vie, qu'est-ce qui compte pour moi, c'est quoi mes principes, ma business a monté vraiment rapidement. Ça a été un autre cran, là. Et comment tu as eu ce déclic de te dire... tu vois, moi, je trouve ça vraiment intéressant de regarder sur ces différents niveaux à quel moment tu t'es dit, ok, là, je vais passer sur le devant de la scène petit à petit. Pareil, deuxième étape, à quel moment j'ai eu ce déclic de j'assume pleinement mon univers, ma personnalité, mes valeurs, et je vais les incarner dans ce que je fais. Ouais. Est-ce que tu arrives à identifier, toi, des trucs qui ont fait ce déclic? Je pense pas que tout le monde a besoin de passer par là, mais moi, c'était littéralement le coaching. Okay. En fait, j'étais très sceptique face aux prestations de coaching quand j'ai commencé. Je suis quelqu'un qui a un côté très scientifique, pragmatique, mettons, puis, tu sais, moi, ça me parlait pas vraiment. Puis, je faisais très peu d'introspection, en fait, parce que quand t'as cette espèce de côté-là, pragmatique, rationnel, tu te dis « Ah, c'est wou-wou », tu sais, puis t'as pas envie de faire ça. Ouais, tu prends pas le temps d'aller creuser en toi, quoi. Jamais. On avance, on fait des trucs, et puis de toute façon, à quoi ça sert d'aller voir dedans, quoi. Exactement. Puis, à un moment donné, je me suis forcée, presque, là, tu sais, je me suis dit « Il faut que je prenne ce temps-là. » Et j'ai commencé un programme avec une coach qui s'appelle Stéphanie Forgue. J'ai fait une retraite avec elle, en fait. Puis moi, à l'origine, la raison pour laquelle je me suis inscrite, c'était pour la journée où on allait parler d'argent. Parce que mes blocages par rapport à l'argent, ça, j'étais comme consciente qu'ils existaient. Puis ce qui est arrivé, c'est que c'est l'après-midi où on a parlé des valeurs qui m'a complètement déstabilisée, en fait. Si j'avais pas pris ça, si je m'étais pas obligée à vivre ça, ce déclic-là, ce serait peut-être jamais fait. Parce que par moi-même, je suis pas quelqu'un qui prend le temps de faire... Ben, en tout cas, à cette époque-là, surtout, j'étais vraiment pas la personne qui prenait le temps de faire ça. Qu'est-ce que tu as appris sur les valeurs? En de fait, ce que tu te rappelles, qu'est-ce que ça a changé en toi? Ben, je me sentais presque hypocrite, en fait. C'était ça, c'était de sentir à quel point c'était désaligné. Le résultat, on faisait comme une espèce d'exercice de brainstorming où on affichait plein de valeurs, puis là, il fallait identifier celles qui étaient importantes pour nous, puis pourquoi elles sont importantes pour nous, tu sais. C'est relativement simple comme exercice, c'est juste que j'aurais jamais pris le temps
j'aurais jamais pris le temps de faire ça si j'avais pas été dans une retraite avec plein d'autres entrepreneurs qui subissent la même chose que moi au même moment, tu sais. Puis au moment où j'ai commencé à identifier mes valeurs, ça c'était comme la première étape. Puis la deuxième étape, la coach disait maintenant, identifiez dans votre entreprise comment ces valeurs-là se manifestent. Puis moi, la réponse, c'était ces valeurs-là ne sont pas présentes dans mon projet d'entreprise. Wow, ça c'est fort. Puis ça m'a rentré dedans là, comme un bloc de béton. C'était incroyable. Tu sais, si t'as lu, je sais pas à quel point t'es familier avec mon univers puis tout ça, mais tu sais, un de mes articles fondateurs là, qui a beaucoup circulé. J'ai beaucoup creusé. Ouais, tu sais, pourquoi personne veut lire ton maudit e-book, où je dénonce un peu le type de marketing que j'aime pas. Ça, là, c'est la genèse de cette retraite-là. La genèse de ça, c'est cette retraite-là. Je suis rentrée chez moi, puis j'étais comme investie soudainement d'une mission, tu sais, de plus rien que donner de l'expertise, mais de partager aussi c'était quoi ma vision éthique un petit peu de ce que c'est le marketing, puis ça a vraiment... c'est une étape très importante dans ma business. Je trouve que c'est un moment où tu aboutis à presque des convictions tranchées. Ouais. Aujourd'hui, moi, quand je te vois à l'extérieur, je connais pas l'Alex de 2017, mais on sent que tu as ces convictions-là qui te portent, qui sont aussi des petites lumières que tu mets un peu partout en disant « Ok, est-ce que vous croyez comme moi à ça ?» Moi, j'ai cette conviction-là. Et comme tu dis, c'est clivant, quoi. Il peut y avoir des gens qui disent « Ah bah non, justement, pas du tout, et je vais pas du tout aller avec Alex parce que ça me parle pas du tout. » Mais au contraire, c'est aussi comme des phares dans la nuit pour ceux qui cherchent à trouver un chemin. Et toi, tu proposes une conviction, quoi. Ça attire aussi. Absolument. Ouais. Absolument. Ça a attiré à moi des clients beaucoup plus alignés avec qui je suis. Ça m'a fait grandir parce que quand tu te retrouves entouré de personnes qui, eux aussi, réfléchissent à ces enjeux-là, ben ça te challenge, ça te fait évoluer. Vraiment, là, une étape super importante dans ma business. Là. Ça, c'est autour de 2019-2020, genre. Début 2019, là, comme il y a des choses qui commençaient à se passer pour moi. Là. Une personne qui est créative, qui commence à essayer de se montrer, tu vois, qui passe peut-être toi de ton étape 1 à la deuxième, tu vas se dire, ok, bah, je vais faire ce truc-là, je vais partager ça, je vais montrer mon travail de plus en plus. Est-ce que tu aurais des conseils pour lui permettre d'aller chercher justement ces convictions-là qu'on a parfois du mal à assumer ou à imaginer? Moi, un truc qui m'a aidé, c'est d'avoir une communauté qui était un peu un safe space pour moi, dans le sens que dans cette plus petite communauté-là, qui n'était pas les réseaux sociaux at large où t'as tellement de merde, ben il y avait que des entrepreneurs et des personnes avec qui j'avais des points communs, avec qui j'aimais échanger, et c'est là que j'ai fait, je me souviens, mes premiers live Facebook, sur ces sujets-là, parce que je me sentais à l'aise d'être moi dans cet espace-là. Puis ça m'a vraiment permis de briser la glace, en fait. Puis je pense que c'est correct de pas commencer en se jetant dans le lac, comme. Ouais. Tu peux mettre le doigt dans une piscine, qui est un environnement safe pour apprendre à nager au début, puis après aller dans le lac et dans la mer, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que je m'y suis pris de mon côté à moi, là. J'ai eu la chance de me joindre à une communauté d'entrepreneurs qui était vraiment alignée avec qui j'étais, ce que je voulais, puis c'est là que je me suis sentie à l'aise en premier de libérer un petit peu des aspects de moi un peu plus, là. Fait que je sais que toi, entre autres, t'as une communauté, tu sais. Ouais. Je pense qu'on a tous cette petite communauté, tu vois. Ça peut être juste 10 personnes, tu vois, dans un groupe. Ça peut être 10 amis que tu rassembles au restaurant. Et tu vois, il y a plein de manières. Alors, pas forcément des amis, parce que là, c'est dans un cas différent, mais on a tous des endroits comme ça, safe space, qu'on peut créer pour aller tester nos idées. Moi, j'aime beaucoup cette réflexion de se dire, avoir ce petit radar, tu vois, et de dire, ok, je teste, je pose ça dans le monde, je le partage à un petit groupe, je vois comment ça résonne. Et si ça marche bien, ok, bah, c'est peut-être l'occasion d'en faire quelque chose de plus gros, d'écrire dessus, de communiquer dessus, d'en faire un film, j'en sais rien. Tu vois, c'est un muscle un peu, se rendre visible, se mettre en danger, puis ça permet de commencer à muscler ce muscle-là, mais doucement. Fait que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé, puis c'est de quoi que je recommande beaucoup là, aux gens qui débutent, puis qui ont ce blocage-là, parce que c'est pas tout le monde qui l'a, mais ceux qui l'ont, définitivement. T'as un truc que j'aime beaucoup, je vais revenir sur ça parce que tu l'as abordé au début, et je trouve que c'est quelque chose que je partage énormément avec toi, qui est ce truc de l'audace. Moi, quand je regarde ce que tu fais depuis la France, depuis quelques années maintenant, il y a plein de moments où je me dis, Alex, elle essaye de faire les choses différemment. Je pense au défi brutal que tu avais fait. Tu vas pouvoir raconter si tu veux ce que c'est. Je pense là, en ce moment, à... comment tu l'as appelé, objectif... 0 à 1000. 0 à 1000, voilà, exactement. Je pense au festival que tu avais fait pour les créateurs de contenu, où il y avait une école de magie, etc. Je trouve que tu essayes souvent d'aller chercher un univers, tu vois, créatif, dans des choses qui sont au départ juste marketing ou de la formation ou des choses comme ça. C'est un truc
qui est naturel chez toi, que tu cultives, qui te donne envie d'aller faire des trucs encore plus atypiques? Ça vient d'où? C'est vraiment... c'est naturel chez moi, là. J'ai tout le temps des idées comme ça. Mais ça, encore là, c'est un muscle, tu sais. C'est-à-dire qu'au début, quand j'avais des idées comme ça, je me disais « Ah, ça n'a pas de bon sens, tout le monde va trouver ça quétaine. » Personne va embarquer. C'est un peu kitsch. Personne va embarquer dans mes idées complètement un peu bizarres, tu sais. Atypique. Ça vient avec la confiance, en fait. Maintenant que j'ai vraiment confiance en moi, puis que mon but premier dans ma business, c'est d'essayer des choses et d'avoir du plaisir, ben ça fait que je me sens très libre d'essayer ces choses-là. Puis des fois, Des fois, ça fonctionne pas comme je l'aurais espéré, des fois, c'est différent de ce que j'aurais espéré, mais c'est pas grave parce que je suis en mode test, je suis en mode on essaie quelque chose. Mais ouais, quand je crée quelque chose, j'aime ça que ce soit différent, en fait. J'ai envie que les gens... Si on prend l'exemple du festival, le festival, il y en a plein des sommets virtuels en ligne où les gens parlent de différents sujets en lien avec le marketing. Presque un peu boring parfois, tu vois. Voilà, Tout trop normal, quoi. Trop... Ben oui, tu sais, c'est vraiment... Il y en a plein. Tu choisis, là, il y en a plein. Moi, quand j'ai voulu créer mon propre événement, c'était parce que j'étais censée partir en voyage avec mon frère à Paris. Je lui avais offert un voyage à Paris, puis là, la pandémie est arrivée, on pouvait pas y aller. Puis j'avais toute cette énergie-là à l'intérieur de moi de vouloir explorer, découvrir, rire en voyage. Que là, je pouvais pas libérer quelque part. Donc là, je me suis dit, il faut que je me trouve un projet. Là. Sans ça, je vais virer folle. Là, j'en pouvais plus. Et c'est comme ça que le festival est né. J'avais envie de créer quelque chose de festif dans laquelle j'allais retrouver cette énergie-là. Quand on est en voyage puis qu'on rencontre des gens, on fait des découvertes. Là, ça m'a amené... Ça stimule à fond. Je réfléchissais à ça. Je me disais, c'est tellement le fun quand t'es en voyage puis tu tombes sur un endroit où il y a un festival. Puis là, tu vois là, puis c'est tellement cool, un festival. C'est plein de gens qui se connaissent pas, mais qui se réunissent autour d'un intérêt commun, tu sais, finalement. Donc, tu finis par te faire des amis un peu partout. Il y a vraiment une ambiance qui est tripante. Puis je suis juste partie de ça, en fait. Je me suis demandé qu'est-ce que j'aime du festival, comment je peux l'amener dans mon événement en ligne, sur le marketing. Puis c'est de t'autoriser après à amener cette folie-là jusqu'au bout. La deuxième édition, qu'on a fait l'école de magie, tu sais, je te dirais, quand je suis arrivée à mes collaboratrices, là, en leur disant, cette année, on fait une thématique inspirée de Harry Potter, là, les réactions étaient mitigées, tu sais. Mais je leur ai dit, on va le brainstormer comme si on avait un budget infini. Okay? Je leur ai dit, là, on brainstorm, là, puis on s'imagine l'événement le plus magique qu'on pourrait créer, qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait que là, on a brainstormé plein d'affaires impossibles, bien sûr, mais après, on a appliquer le filtre de la réalité à ça, puis on s'est demandé maintenant, dans tout ce qu'on a eu comme idée, qu'est-ce qui est possible. Puis c'est ça qui a donné naissance à tout ce qu'on a impliqué dans cet événement-là. Tu sais, les gens étaient répartis dans une maison, il y avait vraiment... graphiquement, l'univers était très, très magique, tu sais, puis les gens ont adoré. C'est là où je trouve que c'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que quand tu arrives à être, toi, hein, ou de manière générale, quand on arrive à être un peu pionnier et à se diriger un peu hors des sentiers battus, et l'assumer, tu vois, même si au début c'est des petits trucs, tu vois, c'est pas forcément directement un festival avec des milliers de personnes, mais ça peut être déjà un premier truc où tu te dis, ok, je vais aller suivre mes propres aspirations et les assumer pleinement. Et je suis sûr que ça a des retours aussi en termes d'activité, de développement de ce que tu fais, quoi. Absolument. Puis c'est un peu pour ça, tu sais, que quand j'enseigne à mes clients à faire du copywriting, je suis très anti-gabarit, genre. La plupart des copywriters vont vendre des gabarits de pages de vente, vont t'enseigner des AIDA, Pastor, blablabla. Tu sais, c'est correct de les connaître, les formules, puis je comprends pourquoi les formules puis les gabarits, c'est important, mais je trouve qu'on n'atteint jamais un résultat aussi audacieux que si on se donne la chance de repenser quelque chose de zéro. Tu sais, réinventer quelque chose de zéro. Ça nous permet d'atteindre des résultats qui sont vraiment tripants. Tu sais, tantôt, on parlait de mon défi brutal que j'ai fait pour les créateurs. Le défi brutal, c'est parti d'un problème. Le problème, c'est quand on fait des challenges de création sur Internet, les gens abandonnent en cours de route, n'est-ce pas? Donc là, je me suis demandé, c'est quoi les mécanismes dans la vie qui font qu'on n'abandonne pas? Un de ceux-là, c'est l'effet de masse qui booste notre ego un petit peu, puis l'idée d'être fier, d'avoir survécu, d'avoir toffé jusqu'à la fin. Puis là, je me suis dit,
what if les personnes qui ne relèvent pas le défi, je les sors du groupe Facebook, je les exclus. Vous n'avez pas passé à l'action, vous êtes punis finalement. Ouais. Ce qui est très drastique. Ouais, c'est radical, mais ça fait aussi le travail. Ça a tellement bien fonctionné. On a perdu la moitié des inscrits la première journée, OK? Puis après, là, les 2000 quelques qui restaient sont restés presque tous jusqu'à la fin. C'est fou. C'est fou. On perdait presque personne, jour 2, 3, 4. C'était incroyable l'impact que ça a eu sur l'engagement versus un défi normalement que tu fais en ligne comme ça. Tu vas avoir peut-être 20% de participation jusqu'au bout. Moi, j'ai eu 50. Ah, c'est génial. Ah ouais, c'est génial. Mais c'est de l'essayer, c'est c'est d'oser, puis c'est d'amener, c'est ça, cette espèce d'espace-là où plutôt que de copier une méthode préexistante que tu as vue quelque part, tu t'autorises un brainstorm qui est réellement libre dans tes stratégies, tu sais. Ouais, je trouve que il y a un truc que tu dis, tu vois, tu parlais des méthodes, toi appliquées au copywriting, tu vois, AIDA, machin truc, etc. Les gabarits. Ouais. Et je trouve que c'est une belle leçon aussi dans la création. Je pense que tu as besoin de certains modèles au départ qui vont t'aider, qui vont t'orienter, qui vont t'alimenter, qui vont mettre des choses dans ton sac, tu vois. Ok, bah, je maîtrise ça, je comprends comment un artiste, comment un créateur, comment un youtubeur va pouvoir fonctionner pour avancer. Ouais. Mais derrière, il y a comment tu arrives à t'en détacher et à dire, ok, j'ai tout ça, maintenant je rajoute la petite brique de ma flamme, mon unicité, ma création, ma créativité à moi. Et hop, là je fais un truc. Non, c'est ça, c'est exactement comme sauce. quand tu t'intéresses à la cuisine ou à la pâtisserie. On va prendre la pâtisserie parce que la pâtisserie, c'est super, ça pardonne pas. Tu sais, en pâtisserie, il faut que tu comprennes c'est quoi la fonction de chaque aliment dans ta recette. Est-ce que l'œuf dans le gâteau, il permet de faire gonfler? Est-ce qu'il est là juste pour relier les aliments entre eux? Une fois que tu comprends la fonction de l'aliment dans la recette, tu peux le remplacer. C'est là que la créativité peut s'exercer. Mais tu peux pas être créatif tant que tu ne comprends pas en cuisine, tant que tu ne comprends pas la chimie. Qu'est-ce qui se passe dans mon gâteau? Qu'est-ce qui se passe dans mes macarons? T'sais? Je suis tellement d'accord avec cette métaphore. C'est exactement ça le marketing. C'est qu'au début, c'est normal qu'on soit moins audacieux. Puis on peut pas demander à un débutant de tout réinventer la roue non plus parce qu'il doit d'abord comprendre à quoi servent chacun des ingrédients. Ça me parle complètement. Je trouve que cette métaphore de la cuisine, elle est très vraie. Sur la création, tu as besoin d'ingrédients, tu as besoin de trouver tes ingrédients, mais tu as besoin aussi de connaître effectivement la base pour pouvoir faire ça ensuite. Puis tu sais, tu peux avoir un très bon résultat, genre tu peux faire un super bon gâteau pour tes invités en suivant une recette, mais tu seras jamais un grand chef qui innove. qui innove dans ton domaine si tu ne prends pas de risques puis que tu n'essaies pas de créer tes propres choses. Puis des fois, tu vas en rater des gâteaux. Et tu vois, si on suit cette métaphore-là, tu as vraiment l'idée de le grand chef, il n'est pas grand chef à 15 ans, tu vois. Il va commencer par aller se former et aller côtoyer d'autres cuisines, tu vois. Et quand tu as côtoyé d'autres cuisines, ensuite, tu vas te dire, ok, maintenant, qu'est-ce que c'est ma signature? Qu'est-ce que c'est ma marque de fabrique? Qu'est-ce que c'est qui me différencie? Et là, tu vas explorer des chemins qui sont totalement différents. Tu t'allumes ma créativité, mais si on poursuit la métaphore, tu sais, souvent en cuisine, les innovations vont venir d'où? Les innovations vont venir de quelqu'un qui a une formation dans un domaine connexe, qui va l'amener, je pense, par exemple, à la cuisine moléculaire, que c'est la chimie, finalement, qui s'invite en cuisine. Fait qu'il y a ça aussi, tu sais, des fois, de penser, c'est quoi mes expériences de vie en dehors de ma niche, mon expertise, peu importe, tu sais, toi, c'est des créateurs, en dehors de ce que je sais faire, est-ce que tu as déjà eu un emploi étudiant qui avait aucun lien ou tu faisais tel truc? Comment est-ce que tu peux relier les deux puis amener quelque chose que tu as appris dans cet autre domaine-là dans celui-là? Souvent, c'est ces fusions-là qui créent des choses vraiment intéressantes, là. Et tu vois, moi, ça me donnerait presque envie, en tant que créateur, de me dire, est-ce que je peux pas consacrer sur l'année 2022 ou les prochaines années un certain temps à aller explorer un champ de compétences totalement différent pour le ramener ensuite à ce que je fais, que ce soit maintenant ou plus tard. Je sais pas ce que ça donnerait, mais je suis sûr que ça alimenterait énormément de choses dans nos activités, quoi. Et puis c'est tellement important, tu sais, je pense qu'on fait tous ça, là, mais quand j'ai lancé mon activité, j'étais très obsédée par le copywriting. Donc, sur quoi je lisais, qu'est-ce que je consommais, ben, c'était toujours des choses sur la persuasion, la rédaction persuasive, puis tu sais, tant mieux, j'avais besoin d'approfondir ça, mais j'ai atteint un stade où j'ai comme fait un écœur en titre, j'en pouvais plus de lire toujours sur ce sujet-là. Puis là, je suis comme retombée dans des anciens amours. Par exemple, j'ai recommencé à lire sur... moi, j'aime beaucoup la physique. Là. Dans une autre vie, c'est sûr que j'étais astrophysicienne. Fait que je me suis remis à lire Carlo Rovelli. Je me suis remis à lire des auteurs un peu plus des mathématiciens, des physiciens, qui vulgarisent beaucoup et que j'aime. Puis tu vois, ça a tellement nourri, finalement,
ma business quand même, parce que des fois, ça fait naître une idée un peu inattendue, des fois, ça fait... Puis je me suis rendu compte qu'en fait, en étant toujours concentrée sur le même domaine d'expertise, j'empêchais mon cerveau de faire des connexions plus créatives, plus nouvelles, plus inattendues. Ouais. Fait que d'avoir une hygiène de vie où t'es pas toujours obsédé par le même sujet, puis que tu te permets de butiner un peu, c'est vraiment bon pour ton cerveau. Là. Je suis entièrement d'accord. Tu prêches un convaincu. Je suis tellement d'accord avec ça. Tu parlais tout à l'heure aussi, tu sais, quand tu étais sur le point de réaliser le festival, Ouais. tu devais partir en voyage, ça a été décalé. Et tu as dit un truc sur lequel je voulais revenir, qui est l'énergie dans laquelle tu étais. Ouais. Et je suis curieux de creuser avec toi cette énergie, toi, au quotidien, et comment tu la gères. Parce que je suis sûr, j'ai l'impression en tout cas, en te connaissant, en discutant avec toi, que tu vas aussi beaucoup écouter ton énergie du moment pour faire certaines actions plus que d'autres, ou pour adapter un peu ton fonctionnement et ton quotidien à cette énergie-là. Absolument. Moi, j'en parle beaucoup quand même sur mon Instagram. J'ai un TDAH. Ouais. Tu peux expliquer pour les gens qui ne connaissent pas le raccourci? Ouais, c'est un trouble du déficit là, de l'attention. J'aime pas le nom du TDAH parce que quand on appelle ça un déficit de l'attention, les gens pensent que les personnes TDAH, c'est des personnes pas concentrées. Mais c'est faux. Tu m'as l'air très concentré là depuis. Voilà, c'est qu'une personne TDAH, c'est une difficulté à moduler et contrôler ton attention. Ce que ça veut dire, c'est que souvent, ça va être des personnes... En fait, on n'est pas encore sûr, là, c'est quoi la raison dans le cerveau qui explique le TDAH, mais une des théories qui est intéressante, c'est que ce serait un déficit en dopamine. Ce que ça fait, c'est que comme j'ai un déficit en dopamine, mon cerveau cherche de la dopamine. Il y a un chercheur que j'aime qui dit que c'est comme être allergique à l'ennui. C'est-à-dire que ta tolérance à faire quelque chose qui est ennuyeux est beaucoup plus basse que pour un humain moyen. Ce qui fait qu'une tâche qui peut être vraiment anodine pour quelqu'un d'autre, par exemple plier mes vêtements qui sortent de la sécheuse, ben pour moi, c'est extrêmement difficile. C'est très souffrant, je trouve ça. Ça va être presque un enfer, quoi. C'est pénible. Tu sais, des fois, j'en pleure. Quand j'ai trop de linge à plier, ce n'est pas une joke. Okay? C'est pourquoi maintenant je ne plie plus mon linge, je l'accroche et je le pitch dans des paniers. Bref, tranche de vie. Mais j'ai beaucoup de challenges à ce niveau-là qui font que, bon, je suis pas... J'ai pas une énergie qui est stable toute la journée. Des fois, je deviens tellement intéressée par quelque chose que j'oublie tout le reste. Là. Quand tu rentres en hyper-focus, ce qu'on appelle, c'est bien dans un sens parce que tu fais du deep work, tu es super concentré, mais c'est au péril de ton hygiène de vie. Moi, quand j'aime vraiment faire quelque chose, je suis tellement concentrée sur ce que je fais, je suis tellement dedans que j'oublie de faire pipi, de boire, de tout. Là. Puis là, quand je termine, mettons, ma séance de 7 heures en ligne où je faisais quelque chose, là, je suis comme, j'ai mal à la tête, j'ai soif, parce que mon corps... C'est comme si même les fonctions physiologiques de mon corps arrêtent d'exister. Puis, c'est super le fun, dans un sens, parce que quand je trouve quelque chose qui me met dans cet état-là, ma productivité est juste difficile à décrire. C'est vraiment un état de flow, mais qui dure tellement longtemps, qui est tellement profond. Sauf que je ne peux pas l'avoir sur demande et ça fait que j'ai aussi des moments où je suis complètement useless. Je ne suis pas capable de travailler. Rincé, ouais. Puis dans un milieu de travail traditionnel, c'était vraiment difficile pour moi parce que je me sentais moins que rien, là, les journées où j'étais pas capable de moduler mon attention comme je voulais, tout ça. Puis c'était vraiment pénible pour moi de me plier à un horaire de travail classique, disons. Fait que c'est sûr que le fait... Maintenant, j'essaie d'écouter beaucoup mon énergie, tu sais, c'est-à-dire que quand je sens que là, c'est maintenant que ça se passe, là, puis j'ai une énergie créatrice maintenant, je vais travailler peu importe quel moment c'est, là. Même si c'est le week-end, même si je suis en vacances, tu sais, je prends ça comme un cadeau quand ça passe. Mais on ne peut pas que se fier à notre énergie. Puis ça, c'est le deuxième gros apprentissage de mon année, c'est que si on ne fait que ça, c'est cool d'être dans le flow, puis c'est cool d'écouter notre énergie, puis je pense que c'est important, OK? Puis j'essaie vraiment de le faire, mais les plus grandes choses qu'on accomplit dans la vie, ça nécessite aussi de la discipline. Puis c'est pas sexy, la discipline. Une constance. Personne n'a envie de développer sa discipline dans la vie, là. C'est pas le fun. Honnêtement, c'est vraiment pas agréable, mais... Quand tu trouves quelque chose qui te fait assez vibrer puis qui est assez important pour toi pour que tu aies la force de te discipliner à le faire, c'est là que tu fais des choses exceptionnelles. Fait que tu sais, c'est comme un mélange de te discipliner, mais juste pour les choses vraiment importantes. Genre pas pour... tu sais, je me discipline pas à faire des tâches
peu importante. Là. Je me discipline à écrire mon livre, par exemple. Écrire mon livre, ça a été extrêmement difficile. J'ai rushé, j'ai trouvé ça dur. Ça me tentait pas tous les matins et je le faisais quand même parce que le gâteau au bout était tellement goûteux que j'étais capable. Mais je vais pas me discipliner à faire ma comptabilité. Je vais attendre d'être dans le mood. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, c'est un mélange de trouver c'est quoi les tâches qui sont assez importantes pour dépenser cette énergie-là pour te discipliner, puis pour le reste, suivre le flow. Ouais, il y a des choses qui sont faciles, on va dire, de manière générale, où ça te demande... En tout cas, ça puise pas dans ton énergie parce que c'est naturel, ou alors que c'est dans l'ambiance du moment. C'est le bon moment, ça. voilà. Et il y a d'autres choses où, effectivement, la visée à la fin vaut tellement le coup que ça mérite d'y mettre un peu d'effort chaque jour. Tu vois. Vraiment. Vraiment. Puis on est tellement fiers, tu sais, c'est tellement dur pendant, mais on est tellement fiers après. Est-ce que il y a des choses, toi, qui t'ont aidé dans ton quotidien pendant l'écriture de ce livre pour aller justement trouver cette discipline? Mais pour la discipline de l'écriture, j'ai pas eu le choix de la développer parce que j'ai été copywriter et je déteste ça écrire. Fait que ça partait mal. Donc à quel moment tu décides de... Ah, non, c'est fou, là. Genre, j'aime vraiment pas ça. C'est très difficile pour moi écrire. Ça me demande beaucoup d'énergie. Et donc, j'ai été obligée de développer là, tous les trucs que tu peux pas imaginer, mais un des plus efficaces, là, c'est de pavlover ton cerveau, en fait. Tu sais, Pavlov, là, c'est le conditionnement. Ouais. Fait que je fais telle affaire, tu réagis de telle façon. Fait que je fais ça avec j'ai un petit chien, on fait ça aussi. Ah ouais, je fais ça avec mon chat. Mon chat est en train de dresser au clicker, tu sais. Fait que, bref, ce que j'ai fait, c'est que je me suis comme créé un rituel d'écriture. Qui, à l'époque, était, j'allais au café, je commandais toujours la même boisson et quand je m'assoyais, j'étais obligée d'écrire. Au début, tu te forces à le faire, mais éventuellement, ton cerveau est tellement pavlové que quand tu commandes cette boisson-là, que tu t'assois à cet endroit-là, tu vas écrire que l'effort à faire pour commencer est de moins en moins difficile. Compliqué. Le problème, c'est que la pandémie est arrivée et mon rituel était dépendant de pouvoir sortir de chez moi. Paf! Ah, ça, j'ai trouvé ça... Puis c'est là que j'ai vu à quel point mon rituel était... puissant, en fait. C'est qu'au moment où je ne pouvais plus aller travailler à mon café à cause d'une situation, on s'entend qui est quand même exceptionnelle, j'ai tellement perdu en productivité, là, je voyais que j'étais plus capable d'activer l'espèce de magie que j'avais développée, tu sais, depuis quand même un moment, là, fait que, mais vraiment, une bougie, juste allumer tout le temps la même bougie qui sent la même chose, ou genre, te faire tout le temps le même type de thé, mais vraiment créer un espèce de petit rituel comme ça avant de faire une action qui est difficile pour nous, mais qu'on doit faire, qu'on veut faire par choix, c'est vraiment puissant. J'aime beaucoup cette idée et ça me fait penser à une autre idée qui est parallèle que je trouve très intéressante, qui est, en anglais ils disent bundling, tu vois, vraiment bundle, donc vraiment lier les choses, c'est-à-dire que quand tu as quelque chose de pénible à faire, est-ce que tu peux le lier à quelque chose qui va être plaisant? Et donc, vu que tu les fais ensemble, ça te donne vraiment l'influx, l'énergie d'aller le valider, tu vois. C'est comme genre, ok, il faut que je marche tous les jours 1 heure, peut-être, je dis n'importe quoi. Ok, est-ce qu'à la fin, tu vas pouvoir aller à la boulangerie et acheter un gâteau? Ben, tu vas bundle un peu tu vois, le trajet difficile avec le truc qui te fait du bien aussi, quoi. C'est encore plus puissant si tu n'achètes jamais de gâteau, sauf quand tu fais ça. Ouais. C'est vraiment une bonne idée. Ah, j'aime ça. C'est comme gamifier ta propre vie. Ouais, c'est clair. Et tu vois, c'est vraiment des trucs simples. C'est génial. C'est vraiment joindre l'utile à l'agréable, quoi. Ouais. Et j'aime beaucoup l'idée que tu évoques de rituels. Je trouve que c'est quelque chose de puissant qui peut être à la fois des rituels pour toi, avec toi, pour vraiment ancrer certaines choses et avancer comme tu le désires, mais aussi je trouve des rituels avec l'extérieur dans ce qu'on fait, c'est vraiment puissant. Moi je le vois dans le cercle des créateurs, qui est la communauté que j'anime. Bah, il y a des moments qui sont rituels. Les gens savent que le lundi on va faire ça, que le vendredi on va faire ça. Et le fait d'avoir ces rendez-vous là, je sais que ça tisse aussi quelque chose. Ça simplifie vraiment. Tout, quoi. Vraiment. C'est ça l'affaire avec les créateurs, c'est qu'on n'aime pas la routine. On veut tous se détacher de la routine, on aime la variété, on aime le changement, mais en même temps, on est tellement à notre meilleur qu'on est capable d'avoir un minimum de routine. Je dirais, on a une force à développer, une qualité à développer qui est où est-ce que la routine est nécessaire, et elle va vraiment t'aider à aller plus loin pour que ce soit vraiment, ça s'ancre, tu vois, c'est vraiment les 1% quotidiens. Ouais. Il y a une coach au Québec qui s'appelle Karine Champagne qui dit toujours « Qu'est-ce qu'il faudrait pour? Qu'est-ce que ça prendrait pour que la routine soit agréable pour moi? » Tu sais, des fois, juste se poser la question. J'aime ça. ouais, grave. Je suis complètement d'accord avec ça. Quand tu regardes la suite qui arrive devant toi, est-ce qu'il y a des choses qui te font rêver, des trucs que tu as envie de réaliser, qui te motivent, ton cerveau qui cherche la dopamine, qui te donne envie d'aller vers là?
c'est dur à dire parce que vu que, tu sais, moi, j'ai un esprit vraiment curieux. Quand je fais des tests de personnalité ou quoi que ce soit, mon besoin de cognition, qu'on appelle, là, est très, très, très élevé. Je suis la personne qui va regarder des documentaires pour le plaisir, écouter des podcasts documentaires pour le plaisir, lire des études scientifiques dans mon bain pour le plaisir. Je suis en vacances, je me prépare genre une liste d'études scientifiques que ça fait longtemps que je veux lire puis que j'ai pas eu le temps puis mon chum est découragé, tu sais. Donc, des fois, je sais pas tout le temps c'est quoi mon prochain projet parce que justement, je laisse les choses mariner. Tu sais, c'est-à-dire que j'apprends, je nourris cette curiosité-là, j'emmagasine, j'observe. Tu sais, la création, c'est aussi une phase un peu d'absorber ce qu'il y a autour de toi, puis après, peut-être de créer quelque chose à partir de ça. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup comme ça. Beaucoup, hein. Moi, j'en ai parlé avec beaucoup d'invités sur le podcast et il y a beaucoup ça qui revient. Ah ouais, vraiment. Puis là, je suis plus dans une phase, tu vois, c'est vraiment cyclique. Puis maintenant, je suis vraiment dans un cycle où je suis plus en mode exploration. C'est-à-dire que là, mes projets qui me faisaient vraiment vibrer sont presque tous sur la fin, tu sais. Ouais. Soit ils sont déjà concrétisés, soit ils sont en phase de l'être. Puis j'ai pas encore de nouveaux trucs. Je suis juste dans la phase vraiment le fun où je profite des succès de ce que j'ai créé, puis je nourris en fait cette curiosité-là, puis cette envie-là de découvrir de toutes sortes de façons, tu sais, en jasant avec des gens, en discutant avec des nouvelles personnes, en consommant du contenu, en m'éduquant sur des choses, en faisant des nouvelles expériences, puis pour moi, c'est vraiment important cette partie-là du cycle. Bien sûr. Ouais, c'est Ouais. un vrai moment d'alimentation pour préparer la suite et juste Ah les ouais. yeux ouverts et puis on met des trucs dans le... Ah ouais, puis tu sais, dans- tantôt on parlait d'énergie. Moi, j'ai vraiment... je suis le genre de personne qui donne qui sprint. Je fais pas des marathons, je fais vraiment des sprints. Puis là, je sors d'un sprint. C'est comme ça que je me sens. Puis quand je sors d'un sprint, mon énergie créative est beaucoup plus basse, puis je suis plus dans une énergie d'appréciation, tu sais, de découverte, de plaisir, Ouais. Fait que c'est ça en ce moment, mon mood, tu sais. Ouais. Je découvre des gens, je découvre des choses. Je pense qu'on a besoin de ces moments à la fois, tu vois, de sprint et ces moments aussi de repos. Je pense qu'on a tous ces sprints-là. Hein. Que ce soit même sur de la création long terme, il y a des moments où tu es en sprint parce que tu as accumulé tout ce qu'il fallait pour, tu vois, le carburant dans le réservoir pour accélérer et sprinter. Puis il y a des moments où il faut juste... c'est comme je sais pas si t'aimes la Formule 1, mais c'est comme la Formule 1 qui retourne au stand, qui remet dans le carburant, qui change les pneus, et hop, on continue. Sinon, si tu continues sans cesse, sans faire la pause, tes pneus ils brûlent aussi, et puis tu perds la course, quoi. Pendant trop longtemps, j'ai fait ça, en fait. Tu sais, quand je m'autorise pas ces moments-là de calme un petit peu plus, tu sais, où je suis pas en train de créer des choses, puis où je suis plus en train d'apprécier des choses, quand je m'autorise pas ça, puis que je me force à créer, je vide tout mon jus et j'atteins un stade de fatigue qui est beaucoup plus important, qui dure beaucoup plus longtemps, puis qui est lourd, tu sais, parce que c'est une fatigue qui devient émotive, mentale, je me sens pas bien, tu sais. Fait que c'est d'honorer aussi ce besoin-là, puis d'accepter qu'on peut pas tout le temps être, tu sais, à on. C'est clair. Il faut, tu vois, et puis on est ce truc de on-off. Je trouve on a du mal à vraiment rentrer dans le off. Ah ouais. Quand on est on, et on est très fort pour l'être. Mais aller du côté off, on a toujours, tu vois, un email à checker, un truc à garder connecté, les réseaux sociaux, etc. Mais on a besoin d'aller embrasser aussi ce off et de se dire, ok, là je coupe et je laisse off. de l'espace. Puis c'est dans cet espace-là que quelque chose va apparaître. Ouais. Puis avant, j'avais peur, à toutes les fois que j'avais une bonne idée, là, j'avais peur que ça soit ma dernière bonne idée. C'était vraiment ça mon sentiment. Puis maintenant, je sais que la prochaine va passer puis que je vais pouvoir la saisir quand ce sera le moment. Ouais. Je suis plus zen avec tout ça. Ouais. Est-ce que tu as... Je reviens, j'ai une question que j'aimerais te poser parce que comme tu as cette capacité de toi à avoir des convictions aussi, et tu vois, je trouve que tu as acquis une belle expérience depuis, vous savez quoi, 5 ans à peu près. Est-ce qu'il y a des choses qui sont... que tout le monde trouve importantes dans nos activités, dans notre quotidien de créateur, mais qu'on pourrait complètement passer à la trappe? Oh mon Dieu, je sais pas si je suis prête. La constance. C'est horrible ce que je vais dire parce que, tu sais, d'un côté, je comprends pourquoi les gens disent que la constance c'est important, qu'il faut être constant, qu'il faut...
Mais quand t'as un cerveau comme le mien, tu sais, quand t'es TDAH, mettons, la constance, c'est la chose la plus difficile pour toi, OK? C'est très, très, très difficile de prendre une habitude, mettons. Puis si tu pars au début avec la croyance que si t'es pas constant, tu ne réussiras pas, t'es comme déjà en échec. Parce que t'as jamais réussi à être constant de... Moi, c'était ça, là. J'avais jamais réussi à être constante dans quoi que ce soit. Moi, j'ai fait des cours de chant, j'ai abandonné quand j'étais tannée. J'ai fait des cours de dessin, j'ai abandonné quand j'étais tannée. Tu comprends? Toute ma vie, c'était ça. C'est avoir un intérêt très intense, l'abandonner après 3 mois. C'était ça, ma vie, OK? Puis l'idée de faire constamment la même chose, encore et encore et encore, c'était très étouffant pour moi, en fait. Puis c'est quelque chose que tout le monde va te répéter. Puis je comprends pourquoi ils le répètent, parce que c'est vrai que c'est important de toujours, tu sais, de toujours être visible, etc., etc. Mais là où je voudrais apporter une nuance, c'est que la constance, c'est pas obligé d'être toujours de la même chose au même niveau et de la même façon. Moi, là, des fois, je passe 1 mois sans envoyer d'infolettre, OK? Puis personne n'est mort. Les gens n'oublient pas que j'existe. Parce qu'à la place, je suis sur LinkedIn ou je suis sur Instagram ou je fais des... Tu comprends? J'alterne les endroits où je suis. Puis je suis pas partout égale en même temps, tout le temps. Je ne suis pas constante sur aucun de mes canaux, mais je suis constamment quelque part. Je trouve ça très intéressant et ça fait vraiment aussi, je trouve que ça m'enlève même moi un poids parce que tu sais, t'as l'impression qu'il faut être toujours partout, à tous les endroits, alors qu'en fait tu peux être toujours présent mais un peu partout, et ça fait du bien aussi de se dire bah en fait je suis pas obligé de quoi que ce soit, et si j'ai envie d'être là à ce moment-là, je suis là, en fait tu peux être constant dans ton implication sans être constant dans tous les endroits. C'est ça, tu sais, ouais, vraiment. Puis tu vois, ça, c'était tellement une croyance que j'avais, puis à toutes les fois que j'envoyais pas une infolettre, mettons, une semaine, là, je me sentais mal, puis maintenant, là, il y a des semaines où j'envoie 8 infolettres, OK, parce que là, j'ai plein d'affaires à dire, là, puis il se passe des choses, puis j'en envoie 2 le même jour, puis là, les gens sont comme habitués que j'ai des espèces de moments où j'ai de l'énergie, puis je leur raconte plein de trucs, puis d'autres moments où c'est plus tranquille, puis je suis sur mes réseaux sociaux, où je suis ailleurs, puis c'est correct, puis j'ai super bien réussi quand même, tu sais. Fait que je me rends compte que toute cette culpabilité-là, qui entourait mon manque de constance, était complètement inutile, finalement, puis faisait juste, justement, me faire culpabiliser, puis peut-être me faire abandonner des choses que j'aurais continué, sinon, parce que, l'autre affaire, tu sais, exemple, j'ai fait des épisodes de podcast puis j'ai arrêté. OK? Je fais quelques épisodes de mon podcast. Je voulais en faire plus. Éventuellement, je n'avais plus l'énergie. J'ai arrêté d'en faire. Si tu es en mode il faut être constant, tu vois ça comme un échec. Puis tu te dis oh mon Dieu, j'ai arrêté mon podcast. Encore une affaire que j'ai échoué. Si tu te dis j'ai fait autre chose, ben tu te dis ah là, ça me tenterait bien de faire une saison 2. Je vais la faire. Les gens vont être contents. Fin. Ça t'enlève. Ça enlève un poids énorme. Ah, c'est incroyable. Puis vraiment, puis ça veut pas dire ça veut pas dire d'être paresseux, ça veut pas dire de pas développer de discipline, ça veut pas dire de whatever, mais ça veut juste dire de t'autoriser à varier les choses. C'est moi-même quand je mange, là, une assiette où ce que la moitié de l'assiette c'est du riz, là, y a rien que je trouve plus horrible. J'aime ça avoir de la variété dans mon assiette. Ben dans la vie, j'aime ça avoir de la variété. Ouais, c'est aller chercher les épices à différents endroits, selon aussi les envies, quoi, et pas se dire juste ben ok, je vais toujours manger. être dans l'action, mais toujours poser des actions différentes. Pour moi, ça a été la solution gagnante, mettons. Ouais. Génial. J'ai une dernière question que j'ai envie de te poser, que je pose à chaque fois, qui est importante pour moi. Si tu devais donner un conseil ou un principe ou une idée à un créateur qui est au début de son chemin et qui a envie d'avancer, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Un truc qui, toi, peut-être t'a aidé. La création, là, c'est weird parce que c'est comme la création dans une optique de partager à l'autre. C'est vraiment spécial parce que la création, quelque part, c'est personnel. Tu sais, c'est genre quelque chose qui t'intéresse toi, que tu développes, que whatever, que tu... Puis peu importe quel type de création que tu fais, là, tu sais, que tu écrives un texte, que tu peignes des toiles, que la création, c'est quelque chose de très intime, quelque part, tu sais. Puis, des fois, à cause de ça, parce qu'on est seul quand on crée souvent, on oublie un peu l'autre extrémité, c'est-à-dire comment on va connecter avec quelqu'un à travers cette création-là, n'est-ce pas? Puis moi, c'est ça que j'aurais aimé comprendre plus tôt. Quand j'ai créé mes premiers... Moi, je fais des formations en ligne. Puis quand j'ai créé mes premières formations en ligne, je mettais dans mes formations en ligne tout ce qui me plaisait, tout ce qui m'intéressait, tout ce que j'avais envie de partager. C'était super enthousiaste, mais c'était zéro tourné vers l'autre. Je réfléchissais pas à qu'est-ce que l'autre personne est prêt à recevoir, qu'est-ce qu'il veut, de quoi il a besoin, tu sais. Puis des fois, je pense que juste faire ce shift-là, même si on crée seul, de s'imaginer de manière très concrète, là, qui va recevoir ça, puis quelle émotion je veux créer chez lui. C'est quoi mon intention, finalement, avec ça?
qu'est-ce que je veux qui apparaisse sur le visage des gens quand ils vont voir ça. Ça a vraiment amené mon énergie créative à un autre niveau. Parce que maintenant, j'ai de l'impact et je crée et je pense en fonction de l'impact que je veux avoir. J'aime beaucoup ça. Intention et émotion, je retiens ça parce que je trouve que ça s'applique vraiment à tout type de création. Et souvent, tu sais, il y a ce truc-là dont moi je suis pas fan, mais qui est dans la création parfois c'est peut-être presque de s'écarter de la personne qui va le recevoir en face. Ouais. Et en fait, non, c'est pas parce que t'es même l'art le plus pur, tu vois. Il a quand même une vocation de stimuler. D'ailleurs, Bah même les oui. plus grands artistes, tu vois, qui vont dans les musées, qui font des performances ou ils font n'importe quoi et tu comprends pas. Il y a une intention derrière de te faire quelque chose, tu Bah vois, oui. une émotion. De te choquer, des fois même. Exactement. Et donc, je pense qu'il faut pas l'oublier ça. Et c'est pas parce que t'es dans la création et que tu fais de l'art ou autre, hein, pas que de l'art, hein, mais de la création, que tu dois oublier ce truc-là de quelle intention j'ai envie d'avoir avec ce que je partage, quelle émotion j'ai envie de susciter avec ce que je fais. Moi, c'est presque une forme de télépathie, en fait, la création, quelque part. Parce que, tu sais, tu crées quelque chose dans ta bulle, puis quand il rentre dans la psyché de quelqu'un d'autre, il en retire quelque chose qui est parfois différent, inattendu, puis je trouve que se concentrer sur cette autre extrémité-là, ça nous amène à quelque part. Là. C'est vraiment intéressant. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ça permet vraiment de sortir de ses baskets et de créer aussi au service des personnes que tu as envie d'aider ou aider ou toucher avec ce que Inspirer, tu... Exactement. toucher, ouais, vraiment. Merci Alex. Hey, J'ai un merci. petit cadeau pour toi pour terminer. Vrai? Oui. Ben là, J'offre toujours un petit oh my god, je un me peu- sens comme chez Oprah, genre. j'offre toujours un petit livre ou une bande dessinée, parfois même un jeu de société à mes invités. Ah ouais? Alors, je n'ai pas de papier cadeau, mais je t'ai trouvé ce petit livre que j'ai adoré. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Non, je connais pas. Priya Parker, c'est une fille qui a énormément étudié ce qui permettait aux gens de se rassembler, de se connecter, d'avoir un moment de communion aussi quand tu organises des trucs qui rassemblent les gens. Et donc, elle a écrit ce bouquin qui s'appelle The Art of Gathering. Donc, je sais pas comment on pourrait le traduire, mais l'art de se retrouver, de se rassembler. Ouais, quelque chose comme ça. Ah, c'est Et génial. Il y a des côtés presque un peu théoriques parfois, mais je sais que il y a plein de moments où tu organises des rassemblements toi, et il y a Oui. plein de pépites dedans qui vont beaucoup te parler sur Ben, comment c'est bien génial. le faire et encore mieux le faire parce que je sais que c'est déjà le cas, mais On aller s'en encore plus loin. reparle. For Tiens-moi au sure. courant. Moi j'ai adoré, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur moi-même l'organisation de mes rassemblements en physique, en digital ou autre. Donc Génial. Hey, merci. avec plaisir. Merci beaucoup pour la conversation, c'était vraiment génial. Plein de pépites pour les créateurs, donc Youpi. a big thank you. Merci.